Vous le voyez sur l'écran, il va y avoir du sport. On va avoir la chance et l'honneur de recevoir Olivier Morin, qui est le rédacteur en chef photo de l'AFP en France, qui va venir nous parler notamment de tout ce qu'il a pu produire en termes de photographie sportive, et notamment cette image que je pense vous connaissez déjà tous. Elle est assez fameuse, elle a été prise au championnat du monde d'athlétisme à Moscou en 2013 et elle a fait le tour du monde. Voilà, donc on va partir pour 45 minutes de voyage dans l'image de sport. Et je vous demande tout de suite d'accueillir Olivier Morin qui me rejoint sur cette scène. Bonjour Olivier. Merci de nous rejoindre pour cette conférence. Bonjour à tous. Alors on est parti directement sur la photo de sport, mais en fait toi tu es avant tout journaliste photographe pour l'AFP. C'est quoi être journaliste photographe à l'AFP ? D'abord ça fait l'AFP, la deuxième agence mondiale d'information. Nous diffusons dans 200 pays dans le monde à peu près. Nous sommes un staff de 250 photographes, photoreporters, donc qui traitons toute l'actualité du monde entier, que vous voyez dans les journaux, dans les sites internet, etc. etc. Et donc d'actualité, conflits, et le sport fait partie de cette actualité. Alors juste avant d'être rédacteur en chef photo à Paris, tu étais basé en Italie, c'est ça ? Oui, c'est juste récent, ça fait 2 mois que je suis à Paris. Je viens de passer les 6 dernières années à Milan, basé à Milan, pour toute la couverture du nord de l'Italie. Donc la mode évidemment à Milan. La mode 4 fois par an. Les intempéries comme on a vu récemment à Rome, tout récemment. Rome, voilà, et la Venise pour celle-ci. Le pape lors de ses visites et voilà. Et un petit peu de vie quotidienne aussi. Ça fait partie daily aussi. life aussi, absolument. Voilà. Et donc quand on est en Italie, évidemment, on n'échappe pas non plus à la photo de football, puisque c'est une religion en Italie. Exactement. Et entre 3 et 4 fois par semaine. Et c'est quand même la photo la plus diffusée, la plus vue et la plus produite, la photo de foot, non ? C'est le cas aussi à l'AFP ? Oui, aujourd'hui le football est le sport numéro 1 en termes de publication et de vente dans le monde, donc absolument incontournable. D'accord, ça représente quel poids dans l'activité photo de sport à l'AFP à peu près le foot, si c'est possible de donner un ordre d'idée ? Environ 30%. D'accord. De la production mondiale et globale. Ouais. Par rapport au nombre de sports, c'est déjà énorme. C'est énorme. Alors la photographie, c'est ton métier. J'imagine que c'est aussi une passion au départ, la photographie. Oui. Mais tu n'as pas que cette passion-là dans la vie, tu en as d'autres ? Oui, entre autres le surf. Voilà. Et donc là, alors ça, on se croirait pas vraiment dans un univers de surf. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette image ? C'est une belle plage. C'est l'arrière d'une plage en fait, blanche, pas de sable blanc, mais autre chose. On croise quelques habitants. Voilà, quelques curieux, une hermine curieuse. Voilà. Ceci était aux îles Lofoten, au nord de la Norvège. Il y a 4 ou 5 ans de ça, j'ai vu tout à fait par hasard qu'un des surfeurs légendaires des années 80, Tom Curren, était allé surfer au cercle polaire, donc en Norvège. Et j'ai décidé donc de proposer l'histoire à l'AFP. Parce qu'il y a la place pour ça à l'AFP. On n'est pas uniquement dépêché sur des actualités, on peut aussi proposer des reportages soi-même. Absolument. Il y a les incontournables des programmes quotidiens, hebdo et mensuels. Et au milieu de tout ça, on peut proposer des sujets qui, en fonction de l'intérêt évidemment journalistique, est validé. Celui-ci en a fait partie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en début mars 2016, donc aux îles Lofoten. Avec quelques givrés dans tous les sens du terme. Oui, absolument, sur une belle plage blanche. Voilà, à faire un sujet sur la photo de surf, non pas de surfeurs professionnels, mais amateurs comme on les trouve sur les plages, entre autres françaises. Et donc, aussi de se jeter à l'eau dans des eaux qui, j'imagine, sont pas... Non, c'est un peu frais. Ouais, En effet, c'est un peu frais. Là, c'est l'océan Atlantique, donc les températures de l'air descendent pas très très bas. On est à... Je dis pas, on n'était pas en fin de l'hiver, mais on était encore en milieu de l'hiver, début mars. La température de l'air était environ -7, -8, et l'eau était à 5 degrés. Donc il fallait quand même s'immerger pour faire ce genre de photos. Et ça passe par juste une paire de palmes. À peu près, j'avais la même tenue que le surfeur là, ganté, cagoulé. Et donc ça me permettait de rester environ 2 heures dans l'eau, sans trop souffrir. Je dis bien sans trop souffrir. Il y avait des équipements particuliers, des résistances chauffantes à l'intérieur de la combi, des choses comme ça. Oui, j'avais un dessous chauffant qui maintenait le bas du dos en fait à une quinzaine de degrés, ce qui
paraît énorme déjà par rapport au ressenti. Ouais. Et donc ça permet de tenir confortablement vraiment 2 heures. Et donc le boîtier, lui, il est comment? Il est en caisson? Alors le boîtier celui-là était un D4S qui est dans un caisson étanche avec une poignée type revolver pour pouvoir avoir une maniabilité meilleure par rapport au caisson sous-marin qu'on tient à 2 mains et qui n'est pas fait pour les vagues. Voilà. Et là c'était fisheye, photo fisheye. Et à l'hyperfocale. Et à l'hyperfocale, absolument. Ouais. Et alors tu étais parti là-bas aussi accompagné entre guillemets parce que c'était au mois de mars, je sais pas si ça vous parle, mais chez Nikon c'était l'époque du lancement de la génération D5, D500 et donc tu as eu la chance d'être un des bêta-testeurs du D5. C'est absolument. Ça, on t'avait confié un D5 pour que tu nous dises un petit peu ce que tu pensais de ce boîtier juste avant qu'on le mette sur le marché et qu'est-ce que tu en as pensé alors? Cette image en est l'illustration absolument parfaite. J'ai oublié de préciser que les photos que vous voyez là ne sont absolument pas retouchées. C'est une déontologie aussi à l'AFP de... Ça fait partie de la charte, nous n'avons pas le droit de modifier ni la chromie ni quoi que ce soit, puisque c'est ce qui fait toute la crédibilité d'une agence de presse, contrairement à d'autres types de photos comme la photo d'art ou autre. Ces photos sont absolument sorties du boîtier brut, tel que vous les voyez. Et là, les lumières du Grand Nord, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont déjà allés, au cercle polaire, mais il est très difficile de rendre compte en photo de ce que l'œil voit. Et le D5 est peut-être, à mon avis, le premier boîtier qui, en balance des blancs automatiques, a pu rendre exactement ce qui était la lumière que je voyais à l'œil nu à ce moment-là. Donc la première grosse différence, ça a été ça. Voilà, par rapport au D4S, ce qui t'a frappé. Et l'autofocus, qui était déjà un grand pas en avant. Et qui était déjà très bon au D4S. Ouais. Et donc ça, c'est pour suivre des sujets. Là, du coup, tu n'avais pas le caisson pour le D5, donc c'est des images terrestres. Terrestres, ça, absolument. Avec un joli jour venté, avec vent contre vague, ce qui permet d'avoir cette espèce de nuages d'eau. Voilà. Et donc aussi, évidemment, quand on est dans des lumières polaires, on s'expose à ça. De temps des en aurores temps. boréales. Alors c'est étrange quand même cette teinte rouge sur le premier plan. Ça arrive. Tu fais comment? Tu éclaires avec une torche? Ouais, là, comme il faut toujours un peu de chance dans la photo, et je suis bien placé pour le savoir, vous le saurez après. Là, en fait, c'était une photo qui était donc au fisheye, une pause de 10 secondes, si je me souviens bien, à environ 1200 ASA et à f4. Et normalement, j'aurais dû avoir le surfeur complètement noir. Les autres séries sont noires. Oui. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui est passée. Il y avait une route là, et juste l'arrière des phares a éclairé le surfeur qui était là. C'est ce qui fait que on a ce résultat final. Et assez improbable. Si je l'avais voulu, je l'aurais pas pu. Non, je l'aurais pas fait ça. Donc il y a toujours une part de chance et puis des fois on fait aussi des rencontres assez rigolotes dans l'eau. Voilà. Ça. Quand j'ai vu le Père Noël qui surfait, j'ai emprunté son traîneau puisqu'il avait mal garé sur la plage. Et tu l'as survolé. Et je l'ai survolé avec un Coolpix A. D'accord, donc en fait ça c'est du drone, c'est ça? C'est ça. Avec un Coolpix A qui est ce petit boîtier là. Exactement. Que moi qui est mon compagnon fidèle et que j'emmène partout avec moi, vous voyez, j'ai toujours sur moi. Donc tu l'as aussi et tu t'en sers pour le drone parce qu'il a l'avantage d'être léger, j'imagine, pour un drone. C'est ça l'argument? Léger, 4 images secondes, un fichier RAW de très grande qualité encore. Oui, parce que c'est un capteur DX à l'intérieur. C'est ça. Et donc cette photo était faite en Italie, en Ligurie, à Varazze, pour être donc précis. Il n'y a pas que des requins dans l'eau, il y a aussi des Pères Noël. Aussi. Alors on va en dire peut-être à une autre spécialité qui est quand même aussi quelque chose d'assez présent dans ta production d'images parce que finalement tu t'es orienté vers l'image de sport fortement. Qu'est-ce qui t'amène à la photo de sport plus particulièrement? Parce que on se retrouve souvent sur les grands événements sportifs, que ce soit sur le ski, les JO d'hiver, d'été, les Coupes du Monde de foot, etc. C'est des événements que tu couvres abondamment. Qu'est-ce qui t'a amené à être plus spécifiquement orienté vers ces spécialités du sport? Simplement l'amour du sport depuis toujours. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Je l'ai aimé, je l'ai pratiqué, certains comme ceci notamment, et ça m'a amené naturellement à peut-être le photographier avec un avantage sur des angles que d'autres n'auraient pas eu s'ils ne connaissaient pas ce sport-là. Parce que dans la photo de sport, il y a quelque chose qui est, à mon avis, important, c'est que faute de le pratiquer, il faut le connaître. Et il est toujours plus facile de photographier un sport qu'on connaît pour anticiper des positions, des cadrages, des angles par rapport à un sport qu'on ne connaît pas tout simplement. Le football fait partie des sports qui sont a priori très simples à photographier. Or quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne connaît pas
comment fonctionne un match de football peut passer à côté d'une photo la plus basique. Alors finalement sur du ski, c'est des trajectoires qui sont assez bien dessinées, peut-être faciles à prévoir en quelque sorte, mais qu'est-ce qui fait qu'on a une photo qui justement visuellement devient tout de suite impactante? La première chose, ça c'est sur une Coupe du Monde, parce que j'ai suivi pendant 20 ans les Coupes du Monde de ski alpin. Aux Jeux Olympiques, je faisais le ski alpin aussi. La première démarche, c'est le choix. Il y a des photopositions sur une piste de Coupe du Monde qui sont établies. Il y en a des plus ou moins bonnes. Donc la première chose à faire, c'est de choisir sa position en fonction de la photo qu'on souhaite faire. Donc elle peut être au long téléobjectif ou au grand angle, comme celle-ci. Une fois qu'on a déterminé l'angle, il faut positionner de façon à mettre tous les éléments qu'on souhaite dans la photo. En l'occurrence, le SASFE, cette photo a été faite à Val Gardena, qui est le contexte, de cette descente, qui est une des peut-être 3-4 descentes les plus difficiles au monde. Donc ça, c'est l'aspect journalistique, situer l'événement. Exactement. Et après, essayer de rendre la chose la plus spectaculaire. Le ski est spectaculaire, mais on peut aussi ne pas rendre le côté spectaculaire du ski très facilement si on se trompe d'angle ou de focale, simplement. Voilà, donc là, l'idée, c'était de rendre, par exemple, l'idée de la hauteur du saut. Voilà, l'idée était de faire voler les skieurs, parce que sur cette bosse-là, ils décollaient sur environ 25 mètres à peu près, et à 4-5 mètres du sol. Donc il n'y avait que le grand angle sur une position latérale qui pouvait rendre cet effet-là. Sachant qu'ils arrivent à peu près à cet endroit-là entre 110 et 120 km/h, qu'on est à l'aveugle, que sur cette position-là, la portée là et ce qui se passe avant, on ne les voit pas arriver. Alors comment on fait pour la voir au bon moment? Il y a des petites astuces. On compte sur la rafale? Non, pas toujours, hélas. C'est encore trop rapide pour une rafale à 12 images secondes, un déplacement comme celui-là? À 12 images secondes, sur une rafale, on peut avoir 2 photos, je pense. 2 photos, et sûrement pas, à coup sûr, celle-là. On peut la voir ou là, ou avant, donc finalement, qui n'est pas celle qu'on souhaite. L'astuce, dans ces cas-là, il y en a 2. C'est soit au bruit, c'est-à-dire qu'on l'entend arriver juste avant la butte, ça peut arriver, ça se passe souvent comme ça, ou au timer, avec une montre, puisqu'ils partent tous à intervalles réguliers. Donc au premier passage, on déclenche le timer et on sait que toutes les 1 minute 30, ils vont arriver, à quelques secondes, ils vont arriver. Donc on se prépare et on déclenche ça à l'aveugle, tout simplement. Mais en suivant et en espérant que c'est dedans, parce que comme là aussi, parce que là les images spectaculaires, finalement, on les a souvent derrière les bosses, et donc c'est derrière les bosses qu'on ne voit pas arriver les skieurs. C'est exactement ça. C'est ce qui est difficile à la fois, j'imagine, au niveau du cadrage, mais aussi au niveau de la mise au point. C'est toute la difficulté de ce sport. C'est un mélange de ball trap et en même temps d'un peu de technique, en ce sens qu'il faut pré-cadrer une photo de façon à ce qu'elle ne soit pas trop large. Donc là, c'est à peu près plein cadre. Mais sachant que tous les skieurs... Il y a toujours de la place quand même à droite et à gauche. Il y en a toujours un peu. Sachant que les skieurs, ils n'ont pas une trajectoire idéale. Ils peuvent sortir 4 mètres après, 3 mètres vers l'intérieur de la porte, et on peut les manquer. Donc avec l'expérience, on arrive à pas trop les manquer. Ça arrive, hein, encore aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de faire un pré-point sur la zone à peu près dont ils vont partir. Là, on travaille. Là, je pense que j'étais a priori à 4, à pleine ouverture. De toute façon, ouais. C'était le 500, il me semble, de mémoire. J'ai pas les métadatas là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à l'image du fond, on peut imaginer qu'on était à grande ouverture. Voilà, à 4, avec un pré-point sur la zone d'où ils vont décoller, en calculant le temps de réponse entre ce que voit l'œil arriver et le déclenchement, qui est du millième de seconde à peu près. Donc il faut à peu près faire une zone de mise au point dans ce sens. Et à partir de là, moi j'ai l'habitude de travailler au collimateur central à 9 points sur le D5, D4, 13 et avant, en ayant à peu près le centre au niveau des chaussures du skieur, voilà, pour être sûr d'être net. Parce que si le point est décalé, il n'y a plus de photos, les arbres sont nets et le skieur est flou. Donc voilà, en voilà une autre. Ça, c'était à Sochi, au JO, il y a 3 ans.
Oui, c'était bientôt 4 ans, parce que c'est... Non, 3 ans, oui, 3 ans, effectivement, lancement du D4S. Voilà. D'ailleurs, tu étais aussi bêta-testeur à Sochi du D4S, puisque c'était juste avant le lancement du boîtier, encore une fois. Absolument. Et c'est possible, justement, sur des grands événements comme ça, où j'imagine qu'en tant que photographe à l'AFP, vous êtes obligé d'assurer, c'est une petite prise de risque quand même d'essayer un nouveau boîtier à ce moment-là. Oui, mais ça fait partie du sport. Prendre des risques. Si on les essaie pas sur ces compétitions-là, donc la satisfaction de le réussir en prenant ce risque-là est plus grande que le fait de la manquer. Parce qu'il faut savoir que sur une course comme ça aux Jeux Olympiques, des agences comme la nôtre, nous sommes sur une descente olympique, nous sommes 4, 2 sur la piste et 2 dans l'aire d'arrivée. Donc au pire, si on se rate en prenant un risque, il y a toujours l'espoir que l'autre qui est sur la piste a pu la faire. Puisqu'en ski alpin, le problème c'est qu'il n'y a pas 2 chances, il n'y a qu'un passage. Enfin, notamment pour les épreuves de vitesse, il n'y a qu'un passage, donc si on l'a manqué pour de bon. Et les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, c'est le dernier endroit où il faut manquer un skieur qui passe. Donc là, pareil, c'était un pré-point à la sortie d'une bosse à l'aveugle. Voilà. Et après, cette image-là, moi, je la trouve magnifique parce que je trouve qu'on a absolument tout dedans. On a la lumière avec ces ombres projetées sur la piste qui lui donne aussi une certaine consistance, qui donne la notion de profondeur. On a cette porte qui est fléchie. On a les skis du coureur qui sont levés. C'est juste un facteur chance ou comment on arrive à avoir une image de cette perfection-là, parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, ça va très très vite. À quel moment on se dit ça y est, c'est celle-là? Disons, tout dépend du choix de la porte. Sur une course comme celle-là, on fait une inspection 2 heures avant la course pour voir toutes les portes et les photos position. Après, on choisit de faire une photo, j'allais dire dynamique de face comme celle que vous avez vue avant, ou un peu plus esthétique. Donc le choix de la porte est à ce moment-là différent. Là, l'action n'est pas forcément dynamique. En revanche, il y avait une belle lumière à ce moment-là, aidée par les arbres. Et donc, j'ai fait le choix sur, ça doit être la veille de la descente, ça, si je me souviens bien, de faire une photo plus graphique et esthétique que dynamique pure. Et là, c'était pas une photo compliquée à faire parce qu'ils étaient à vue, ça faisait suite à une grande courbe. Donc là, on les voyait arriver. Donc ça, c'était techniquement pas difficile à faire. Tu voudrais nous faire croire que nous aussi on peut en faire des comme ça? Peut-être. Mais je ne devrais pas. Parce que là encore une fois on voit ce ski qui est complètement tordu par l'effet de la descente. C'est ce cadrage hyper dynamique avec en plus ce choix de l'inclinaison. Il y a de la place pour cette diversité dans l'interprétation du mouvement ou c'est vraiment ça rend juste la pente ce cadrage-là? Non, c'est exactement ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce genre de photo passe par la connaissance du sport photographie. Sur une position de skieur, si on fait une séquence, imaginez 10 photos, donc 7 ou 8 avant et 3 ou 4 après, les positions esthétiquement parlant sont moins bonnes et surtout moins efficaces, moins dynamiques, parce que l'attitude du coureur quand il se remet en position pour le changement de jambe pour l'autre porte, esthétiquement est pas belle. Là-dessus, sur toute la session, en fait, c'est ce moment-là où il est très ramassé, où il est ramassé, où elle est encore sur la compression, donc il y a quand même un peu de force et de dynamisme. Il y a de la densité dans l'effort, oui. Voilà. Mais tout ça, mais je voulais juste rajouter en fait que sur le ski, en ce qui me concerne, je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais en ce qui me concerne, même avec des boîtiers à 12 images secondes ou 14 images secondes aujourd'hui, ce genre de photo-là et celle que vous avez vue avant, c'est la première ou la deuxième. C'est-à-dire que il y a toujours cette notion d'instant décisif, de toute façon. Ouais, parce que quand on fait une photo comme ça, la 12e photo qui est déjà quasiment à la fin de la seconde, c'est déjà trop tard. La photo, vous la faites au moment où vous la voyez. Le reste derrière, la rafale qui part, c'est, j'allais dire, soit parce que le droit est resté trop longtemps, soit la sécurité, si jamais on s'est raté sur la première vue, et le reste assurera la photo. Mais globalement, même si on monte à 30 images secondes, il y aura toujours l'instant décisif du déclenchement. De toute façon, c'est la première, voire la deuxième au maximum, qui sera la photo. Alors là, on a les données de la photo, 4 mm 5.6 avec un 850 mm. Vous êtes loin, et j'allais dire, un 850 mm, ça rend l'exercice quand même hyper difficile, parce que
l'angle de prise de vue est super fermé. Donc pour suivre un sujet qui va très vite, comment on s'y prend? Et déjà, pourquoi vous êtes obligé de travailler avec des focales aussi longues? Donc 850, vous le trouverez pas dans la gamme Nikon, hein. C'est un 600 multiplié par un 4 en fait. Voilà. Cette même photo, il y a 20 ans, on pouvait la faire au 400 mm, mais la technologie des skieurs et des skis ont fait que pour des raisons de sécurité, la FIS nous a fait reculer parce que les sorties de piste sont de plus en plus nombreuses. Il y a eu des accidents très graves. Moi, il y en a un qui m'est passé sur la tête il y a 7 ou 8 ans sur une Coupe du Monde à Val d'Isère. J'ai juste eu le temps de me baisser, il m'est passé au-dessus. Un skieur lancé à 90, 100 à l'heure, les skis avec, il y a peu de chances d'en sortir, si vous le prenez en face. Donc, pour ces raisons-là, ils nous ont fait reculer, donc on est obligé d'utiliser des focales de plus en plus longues, d'où le 600 qui est, j'allais dire, le minimum standard aujourd'hui sur une descente olympique ou un Super G. C'est plus proche du 800, voire du 1000. Donc le 800 multiplié par 1,2, son petit multiplicateur dédié. Absolument. Mais vu la qualité, après, même si on est obligé de monter, là ce jour-là il faisait à peu près beau a priori. À Sochi, il a même fait chaud. Il a même fait très chaud. Mais vu la sensibilité, la qualité des D4S et des 5 en sensibilité, on peut monter aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour compenser. Parce que ça, c'était à objectif porté. Hein. J'avais pas de monopode là-dessus. Donc j'avais le 600, je tenais à la main, parce que dans la position dans laquelle j'étais, et je me rappelle très bien, parce que j'étais dans 1 mètre de poudreuse, de là, et il est absolument impossible de mettre le monopode parce que j'avais aucune maniabilité. C'est-à-dire que quand je la voyais arriver, je ne pouvais pas suivre le monopode, il restait bloqué dans le mètre de poudreuse. Donc j'étais obligé de le prendre à la main. De l'intérêt des lentilles fluorines qu'on met aujourd'hui dans les 600 mm qui permet de les alléger. Voilà, exactement. D'où aussi le 4 millième de seconde qui, à la main, du coup, assurait la netteté pour éviter le bouger de l'action. Sur un monopode, il n'est pas nécessaire d'aller aussi haut. Une action comme celle-ci, au 1600e, 1500e, ça suffit. Alors là, on était sur des skieurs en plan serré. Des fois, c'est bien aussi d'inclure un petit peu d'éléments de décor. Ça, c'est plus le travail du journaliste que celui du photographe. Voilà. Si on peut situer chaque course qu'on fait, on le fait. Là, c'est les Dolomites, encore à Val Gardena, sur un autre plan de vue, faites au 70-200, de façon à faire ce qu'on appelle dans le jargon les cartes postales, tout simplement. Et donc, là, l'idée, c'était quoi? C'était de montrer que finalement, il n'y avait pas tant de neige que ça? Alors voilà, l'idée c'était ça. Il y a quand même une info dans cette image. Oui, l'info, c'est que les arbres, déjà, vous pouvez les voir, il n'y a pas de neige. Les montagnes, très peu, sauf dans les sommets qui sont à 3000 ou un peu plus là-bas. Et qu'il y avait de la neige artificielle, il n'y avait qu'une langue de neige sur toute la station, donc de la neige de 100% artificielle. Voilà, l'information c'était que c'était un début de saison, c'était un mois de décembre sans neige. Et donc tu parlais tout à l'heure de la manière dont tu déclenchais donc la première image, et des fois c'est sur les images suivantes qu'il se passe quelque chose. C'était le cas sur cette prise de vue, parce que finalement c'est aussi les photos de chute qui font l'actualité de cette actualité de sport, parce que là c'était un descendeur italien, Peter Phil. D'accord. Qui était dans le top 5 à ce moment-là, et qui était dans les vainqueurs potentiels ce jour-là. Et où la photo, normalement, je m'étais calé pour faire la photo. Ici, il y avait une sortie une compression qui montait à ça. Donc, il sortait de cette compression un peu en vrac, les skis un peu écartés, etc. C'est ce qui est arrivé à tous, sauf à lui qui était déjà arrivé comme ça à la sortie de la butte. Il est arrivé à plat ventre. Et la difficulté, en fait, c'est comme il n'était pas dans la trajectoire, comme vous pouvez le voir, de tout le monde. Je crois que c'est du 600.4. J'ai pas les données là-dessus. Il me semble que c'est aussi. Donc la difficulté, c'est sur une fraction de seconde, c'est de suivre et de le garder avec le point dedans et toujours le point centré, de façon à ne pas perdre le focus. C'est peut-être la plus grosse difficulté dans ce cas-là. L'imprévu, parce que là ils chutent à 120 km/h, donc ça va vite, très vite. Et ça fait mal, j'imagine. Ouais. Alors ça, c'est une image qui est quand même assez artistique finalement, avec ces éclairages de piste qui, avec l'eau qui se dépose sur la lentille avant, se transforme en torchère. Comme ça, il y a de la place pour de la créativité dans l'information d'actualité. Voilà, ça en est l'exemple. L'information, c'était qu'il faisait un temps épouvantable dans les Dolomites ce jour-là pour le slalom des filles. Il pleuvait comme pas possible, donc du coup, c'est une information parce que ça modifie pas mal la donne chez les coureurs. Et également le podium,
parce que certains ne sont pas capables de courir sous la pluie, et même parmi les meilleurs. Donc du coup, il y a une information là-dedans, c'était le temps exécrable, la pluie. Mais ça se transforme en une très belle image finalement. Oui, mais qui a sa place, puisque les agences comme la mienne aujourd'hui, depuis 10-15 ans, la photo esthétique graphique, en plus qu'informative, a sa place. Vous faites plus uniquement de l'information news pure, vous faites aussi du magazine et d'illustration, c'est ça l'idée? Absolument, puisque toutes les galeries, ça nous a été demandé aussi il y a déjà une grosse dizaine d'années, les galeries de nos clients, le Washington Post ou New York Times ou Daily News ou d'autres, ont souhaité ce genre d'image. Donc, pour se les satisfaire, ça répond à un cahier des charges aussi. Absolument. Alors tu nous parlais tout à l'heure de la distance qui s'était imposée entre vous et les coureurs du fait des facteurs de sécurité. Là, on y est. J'ai l'impression qu'on n'y est pas trop, mais tu vas nous dire. Non, c'est l'exacte exception de ce que je disais. C'est exactement le contre-exemple. Toujours à Wengen, donc en Suisse, il y a un passage qui est absolument dangereux et très spectaculaire, qui est la tête de chien, qui est un goulet qui fait 5-6 mètres de large à peu près, où ils arrivent à entre 120 et 130 à l'heure. Il y a un grand filet de protection en Kevlar qui arrive exactement à l'angle. Et donc là, j'étais sur un pan de montagne dans un mètre de neige fraîche. Il a fallu monter une bonne quarantaine de mètres à pied avec le sac. Ça a été un peu dur physiquement, là, je dois avouer. Tout ça pour me retrouver au fisheye et à 1,50 m de leur passage. Parce que je voulais absolument... En fait, l'idée sur cette photo, qui n'est pas cette photo, j'avais repéré l'année d'avant qu'il était possible qu'en photo, on puisse les mettre dans le ciel. Or, ce jour-là, en ski alpin, il y a une règle, et c'est qu'une fois qu'on est positionné en photo, 1 heure avant, on n'a plus le droit de bouger, quelles que soient les conditions de course. Là, en l'occurrence, il y a eu un grand coup de vent dans les 30 minutes qui ont précédé le départ, et ils ont abaissé le départ. Et de ce fait, ils ont perdu de la vitesse, et donc ce passage-là, ils l'ont passé plus qu'à 70-80 à l'heure, plus à 120, donc le saut n'était pas de la même hauteur. Le saut est beaucoup moins spectaculaire. Mais là, il me passe à environ 2 mètres. Et ça va très vite quand même. Alors c'est parce que moi au départ j'avais imaginé qu'éventuellement cette photo-là avait été faite de manière télécommandée, parce qu'aujourd'hui on parlera tout à l'heure des boîtiers télécommandés, mais on a développé aussi, parce que ça fait partie de l'histoire entre l'AFP et Nikon, on a des collaborations technologiques, et vous voyez ces petits engins là qui sont en haut du bar optique, et juste derrière vous, sous le rond Key Mission 360, vous avez ce qu'on appelle des pods. Vous les voyez bouger là juste à l'instant. Ce qui ressemble à des robots. Ça ressemble à des robots. En fait, à l'intérieur de ces caissons, il y a des appareils photo. Et là, en ce moment, ils sont en train de nous filmer. Coucou maman. Et donc, en fait, ces appareils c'est des caméras. Donc, vous savez aujourd'hui que nos appareils photo font de la photo, mais aussi de la vidéo. Donc là, on l'utilise aujourd'hui en mode vidéo. Vous les utilisez en mode photo. Là, on est à Sochi et c'était typiquement le cas. C'est ce qui vous permet, vous, aujourd'hui, d'aller chercher des positions qui sont pas accessibles aux photographes et qui donnent aussi de l'originalité à votre production d'images. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, il y a 2 critères. C'est que le robot est la continuité de l'appareil télécommandé qui, lui, est figé. Vous l'installez, vous le réglez, mais vous le déclenchez à distance, mais vous n'avez plus la main ni sur le cadrage, ni sur le mouvement. Le robot, et donc c'est la version high-tech de la télécommande, en ce sens qu'on peut absolument tout faire à distance via le LAN, via le réseau. On peut cadrer, zoomer, dézoomer, faire absolument ce qu'on veut, déclencher dans quasi la même réactivité qu'un photographe humain. Et d'autre part, pour des raisons de sécurité, on a accès de moins en moins à certaines positions de toit pour les sports intérieurs, etc. Donc du coup, c'est le moyen qu'on a aujourd'hui de remplacer l'homme. On ne peut pas le faire autrement. Et on peut pas s'en passer non plus, parce que ça donne une photo supplémentaire qui complète la production et de qualité de toute façon. Un angle un peu atypique et qu'on ne pourrait pas faire avec un boîtier télécommandé classique, parce qu'on serait figé par la focale qu'on y a mis au départ. Donc la créativité est multipliée avec un accès à... et donc c'est bien un photographe qui est aux commandes. Absolument, c'est un photographe, parce que là vous voyez, là ça permet de bouger l'appareil photo, en fait, le robot, et le bouton là c'est le déclencheur. Voilà, on peut zoomer, dézoomer, préprogrammer des positions. Et il n'y a absolument aucune latence
entre le déclenchement du robot que vous voyez et si on faisait une photo à la main. Alors on va passer un petit peu sur l'athlétisme, une séquence athlétisme, parce que c'est aussi une de tes spécialités. Alors on parle de photos de sport, mais moi ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense que c'est aussi votre cas si vous assistez à cette conférence, c'est savoir quelle est la journée type d'un photographe de l'AFP sur un événement sportif comme les JO. Alors pour une agence comme la nôtre, d'abord il faut savoir que sur les Jeux Olympiques l'AFP d'été, les Jeux Olympiques d'été, nous sommes environ un staff de 50 photographes dispatchés sur tous les terrains. Sur l'athlétisme en particulier, on est 6 en permanence. Il y en a 2 à l'intérieur, donc sur les terrains, qui s'occupent de tous les lancers et autres. Il y en a 2 dans l'axe de la ligne droite, donc de la ligne d'arrivée du 100 mètres. Un par terre, au ras sur la piste, c'est la position que j'occupe depuis 12 ans. Un au-dessus dans l'axe pour les vues, voilà, et les 2 derniers qui, eux, tournent en fonction de ce qui se passe sur le stade à ce moment-là. L'athlétisme est toujours découpé en 2 parties dans la journée au JO, comme au championnat du monde d'ailleurs. Il y a une session le matin à 8h30, 9h, ça dépend des lieux. Donc on arrive à 7h en position, 1h30 en moyenne avant le début des événements, de façon à vérifier que le matériel fonctionne comme il fonctionnait la veille, parce que même si tout est fiable aujourd'hui, il reste toujours le facteur. Ça marchait hier soir et ce matin ça marche plus, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a ça, repérer donc, toutes les courses à faire de la matinée. Généralement la session s'arrête à 2h30, 3h en début d'après-midi. Il y a un break de 2h, mais là-dessus on revient sur la production du matin, compléter les photos. Je vous en parlerai 2 minutes après, la façon dont on fonctionne sur les photos aux Jeux Olympiques, c'est un peu différent du reste. Et en attendant la session du soir qui recommence à 17h30 en moyenne pour se terminer vers 11h, etc. Et le temps de tout plier, on est de retour 1h du matin pour repartir à 5h, 6h du matin le lendemain. Enfin, faut être motivé c'est ça pendant 15 jours. Voilà, physiquement c'est un peu dur. Il faut être aussi sportif pour faire de la photo de sport, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce qu'on porte beaucoup de matériel aussi. Ouais. Donc voilà. Juste un petit mot avant que j'oublie, parce que c'est pas impossible, c'est que sur les grandes compétitions comme ça, tous nos appareils photo sont câblés en direct vers des éditeurs qui sont au centre de presse de Rio en l'occurrence, mais de là où se passent les Jeux Olympiques. Donc les photos, toute la production, on a 2 choix d'envoyer soit tout ce qu'on appuie part, ce qu'on appelle le live, tout part, et les éditeurs à l'autre bout choisissent le plus vite possible pour envoyer légender et envoyer la photo. Soit c'est pas ultra important par rapport à une finale de 100 mètres ou 200 mètres, etc. On choisit nous-mêmes les photos à envoyer, donc on envoie au goutte à goutte, au coup par coup, pour nos éditeurs. Mais à ce moment-là, on n'a aucune main sur la photo elle-même une fois qu'elle a été faite. Le reste du temps... À la limite, vous la voyez même pas avant qu'elle soit diffusée. Non, absolument. On la voit au départ, on regarde si c'est net et on envoie et c'est tout. Le reste, on n'a pas la main après. Ça vous appartient plus après? Non, contrairement au travail quotidien quand on est hors grands événements, où on est maître de la production jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on la choisit, on la traite, on la... Et on peut avoir un ordre d'idée du coup, parce que tu dis vous envoyez toutes les images. Alors j'imagine que des rafales à 10 images secondes sur des événements comme ça, vous terminez avec des productions qui représentent quel volume à la fin des JO? On est en centaines de milliers d'images? Oui, ça oui. Sur une journée type d'athlétisme, photo, tu veux dire photo envoyée chez les clients ou photo faite par nous? Non, photos produites. Photos qui sont filtrées par les éditeurs. Je pense que sur une... je pense qu'on est à... Rien que sur l'athlé, 15 000. Sur une journée? Ouais. 15 000 photos, 15 000, entre 15 et 17 000. C'est bien d'avoir envoyées. Vaut mieux avoir des obturateurs endurants. Oui, c'est conseillé. Donc, tu parlais tout à l'heure des positions qu'on vous donne, enfin qui sont plus ou moins contraintes finalement et puis du fait que toi tu occupes toujours la même position au bout de cette ligne droite. Et j'imagine que c'est pareil pour tous les photographes. Donc comment on arrive, parce que tu es pas seul au bord de cette piste, il y a sans doute des photographes juste à côté de toi. Comment on arrive à sortir des images différentes quand on est dans des positions qu'on n'a pas forcément choisies? Je crois qu'il n'y a pas de secret là-dessus, trop. C'est une attention, simplement une attention, sans faille. Tant que le sujet est devant vous, vous ne le lâchez pas. Gardez dans le viseur. Même s'il est de dos. La preuve.
c'est que la plupart d'entre eux, je m'en rappelle parce que là on était sur cette photo-là, on était environ 250 sur la cour, sur le virage, et il y a après chaque victoire, etc., ils ont l'habitude de poser un peu pour tout le monde, etc. Mais dès qu'ils ont fini pour nous, là, ils se retournent et ils posent pour d'autres qui sont à l'intérieur du terrain. Et donc, a priori, qui ne donnent pas la possibilité de faire une photo pour nous. Or, il arrive que ce genre de situation se propose et tout d'un coup, avec l'aide d'une lumière extérieure, un contre-jour, ça donne une photo sympa qu'on n'aurait pas faite si on s'était arrêté à la simple pose de face. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de secret, c'est simplement être attentif tant que la personne est sur place. Ouais. C'est le seul secret. Il ne faut pas décrocher. Jamais. Et puis des fois, vous avez quand même aussi des bons clients qui vous aident pas mal. Voilà. Après, il y a les rockstars. Lui, c'est un cas un peu spécial. Ouais, parce que j'allais dire, finalement, des fois, on peut se demander si c'est pas le show qui tient plus de place que la performance sportive pure. Ce qui est rigolo avec lui, c'est qu'il a une course qui dure 9 secondes 6, 9 secondes 7. Et que l'après-course dure 15 minutes. Donc le premier tour d'honneur commence. Donc en fait, il est coureur de sprint pour son sport et après il est coureur de fond pour le show. C'est ça. Donc il court son 100 mètres, il met 100 mètres pour ralentir, il s'arrête, il commence un tour d'honneur au pas, il en fait un deuxième et là il fait le show. Donc c'est du bonheur pour nous tous. Ouais, parce qu'en plus, même pendant sa course, il arrive à être... Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut sortir des images pendant la course. C'était lors de la demi-finale du 100 mètres donc, à Rio. Et c'est lui, quoi. Cette photo, c'est lui parce qu'il ne joue pas. Il est vraiment relâché tout le temps. C'est-à-dire jusqu'à 20 secondes avant le start, il peut plaisanter avec le voisin, aller défaire les lacets de l'autre. Enfin, c'est le style. Et il court relâché. C'est une des raisons pour lesquelles il est au niveau qu'il est. Il court relâché. Donc même pendant une course, qu'il domine pas tant que ça, parce que cette photo est trompeuse, on peut se dire qu'il fait ça parce qu'il domine. En fait, cette année, c'est peut-être l'année où il a dominé le moins le 100 mètres. Il était blessé encore 2 mois avant. Ça, c'est plutôt du soulagement que de l'arrogance. Mais c'est toute sa décontraction. Et c'est ce qu'on retrouve après sur la finale du 100 mètres. Et alors cette image-là, je pense que vous l'avez tous vue cet été, et on se souvient plutôt de celle qui a été prise de profil. Parce que finalement de profil, on avait aussi cette plaisanterie entre les deux coureurs, et c'est celle-là qui a été beaucoup relayée, plus que la tienne qui est magnifique, mais finalement qu'on a moins vue que les autres. C'est lié à quoi? Est-ce que ça énerve pas aussi de temps en temps se dire mais moi aussi j'avais cette image et pourquoi c'est pas la mienne qui sort? Non, ça énerve pas parce que c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser. L'instant où il tourne la tête vers l'intérieur, à ce moment-là, la photo dont tu parles, il tourne la tête vers l'intérieur, c'est une photo de profil et le regard rentre directement dans la caméra, directement dans l'objectif. C'est imparable sur un plan émotion et force, c'est beaucoup plus fort que ça. Où là, le regard, là c'est l'attitude qui est sympa, mais le regard de profil est beaucoup plus fort. Et le fait qu'il se tourne pendant la course et qu'on voit que la photo... C'est ça qui est improbable. Ouais. Voilà, absolument. Mais ça c'est imparable, improbable et chapeau à ceux qui étaient là à ce moment-là. Et la chance en fait partie. Bon, et puis des fois il y a aussi des choses sur la piste parce que finalement vous êtes photographe. Vous êtes là comme journaliste, mais il y a des télévisions qui payent très cher pour les diffusions des grands événements et qui du coup ont la primeur sur tout ce qui est production d'images sur la piste. Comment ça se passe entre vous? Parce que du coup, j'imagine que ça devient gênant de temps en temps d'avoir un caméraman qui tourne autour du... pas très bien en fait. Ça se passe pas très bien. là encore, il y a de la chance parce qu'il n'y a qu'une Steadicam. D'habitude, elles sont 2. Et dans les charts, dans les cahiers des charts, il y a une zone normalement, ce qu'ils appellent la zone d'exclusion de l'athlète, qui doit être respectée par les Steadicam, qui est de au moins 2 mètres. Là, il est à moins de 1. Et donc, ça nous pollue les photos dans une grande majorité des cas. D'habitude, il y a des photomanagers sur la piste qui sont censés gérer les Steadicam pour éviter justement de polluer les photos de tous ceux qui sont derrière. C'est pas toujours le cas. Là, le photomanager, je sais pas où il était, mais a priori, il n'est pas à sa place puisqu'il a oublié de s'occuper de lui. Mais tu fais la photo quand même. Oui, parce que c'est un peu l'histoire. Du coup, ça devient une histoire parce qu'il est sous les feux. Il y a 2 ans, non, l'année dernière au championnat du monde à Pékin, il y a un Steadicammer qui était en Segway. En Segway, qui l'a blessé, qui l'a fauché. Le lendemain, le surlendemain, la finale du 200 mètres, qu'il gagne. Il y a 2 Steadicam comme lui qui arrivent à pied. Après sa victoire, il les a fait dégager, mais avec un peu d'agressivité, pour ne poser que pour les photographes. Ça a été complètement volontaire, ça a été un peu bon sa copain, réponse finalement. à lui. Oui, absolument.
Et j'imagine qu'il y a des photos qui resserrent aussi les liens, parce qu'on peut se dire des fois, vous êtes tellement proche des athlètes, ça devient vos copains. Là, c'est parce que juste tu as fait une photo de lui que peut-être vous êtes rencontrés ou... Oui, on s'est rencontrés après cette photo-là, puisque on lui avait remis avec votre collaboration un print de 4 jours après sa course. On lui avait remis donc une photo de cette photo-là. Voilà, copain non, relation oui, parce qu'on s'est revu à Pékin l'année dernière. Donc après Moscou, on a échangé 3 mots, 5 minutes. Voilà, il m'a confirmé qu'il n'avait toujours pas jeté cette photo, qu'il avait toujours chez lui. Je l'en ai remercié. Donc voilà, quelques mots, mais copain non. Alors cette photo en particulier quand même, d'avoir ce moment unique, l'arrivée du 100 mètres, il est vainqueur, il y a l'éclair dans le ciel pour quelqu'un qui s'appelle Bolt. Il y a tout dans cette image, il y a même le lieu et la date, Moscou 2013. Il faut aussi avoir un peu de chance des fois quand on fait de la photographie pour sortir ce type d'image. Mais beaucoup. La chance fait partie de notre métier. Mais c'est une faute professionnelle de ne pas en avoir, c'est ça? Oui, je crois que je sais plus qui disait ça. Oui. C'est une phrase qui me dit quelque chose. Oui, oui, moi aussi. Mais comment elle est produite cette image? Parce qu'elle est très en contre-plongée. En fait, oui, c'est un peu une vieille histoire. C'est-à-dire que depuis que je fais l'athlétisme sur cette position-là, c'est une position qui est un peu à part. Nous sommes que 5 sur la piste. Donc les 5 agences internationales, où on est en bout de ligne droite et on utilise donc l'appareil à la main et on a droit à 5 appareils télécommandés par agence. Donc nous avons 25 boîtiers à poser. C'est ceux-là, les appareils télécommandés, on les voit ici. Voilà. Nous avons 25, toutes agences confondues, appareils à poser. Nous sommes limités dans le nombre aujourd'hui. Jusqu'à il y a 4 ans, c'était pas limité, mais ça devenait le bazar assez vite. Donc là, nous sommes limités à 5 et pour faire simple, chaque appareil, il y a un objectif différent avec une pré-mise au point donc en manuel sur 2 lignes, 4 lignes, tous les couloirs, à des niveaux de mise au point différents, c'est-à-dire un sur la ligne, un peu après pour les réactions, si jamais ça réagit 5-6 mètres après la ligne, etc. De façon à en avoir sur les 5 appareils une photo de jubilation à peu près nette, sachant que c'est donc de la pré-mise au point et qu'il n'y a qu'une photo de nette. À pleine ouverture, à 2.8 ou à 4, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'une. Ces 5 boîtiers sont commandés par celui qui est à la main, c'est-à-dire que sur une finale de 100 mètres, enfin sur toutes les courses qui le nécessitent, il faut suivre avec celui qui est à la main donc le vainqueur, tout en pensant qu'une fois que la ligne est passée, au cadrage qu'on a fait avec les 5 autres boîtiers, il continue à déclencher, même s'il n'y a rien. Tant que tu déclenches sur celui que tu as dans les mains, les autres déclenchent aussi. Simultané. Et jusqu'au dernier. Alors tout ça pour en revenir à la photo précédente, qui depuis 2008, sachant que Bolt est très, très grand, j'avais toujours dans l'idée, j'avais mis 3 boîtiers en face, un 4e décalé pour la jubilation quand il commence à sortir du virage, donc environ une dizaine de mètres après la ligne, et le dernier boîtier, mais ça je le fais depuis 2008, tous les 2 ans, tous les JO, les mondiaux, de façon à essayer d'avoir une vue générale du stade, et je le voulais avec les bras écartés parce qu'on s'est fait avoir avant, enfin sur des courses avant avec lui, où il part avec les bras, et comme il a plus de 2,50 m quasiment d'envergure, ça sort. D'avoir une vue large après la ligne, le bras écarté, etc., pour avoir une vue un peu différente qui n'avait pas été faite jusqu'à maintenant en boîtier télécommandé. Donc à Moscou, j'ai pas échappé à ce que je faisais jusqu'à maintenant, sauf que 2 heures avant la finale, comme vous voyez, il y a eu un gros orage. Juste avant, pour la petite histoire, il y a eu la finale du 10 000, juste avant, où ça tapait fort au niveau éclair et orage. Impossible de mettre un éclair dans la photo, mais absolument impossible. T'as essayé? Mais ça oui, c'est pas sorti. J'ai pas été le seul. On a essayé de faire des photos avec les coureuses du 10 000 sur les tours et les éclairs, parce que là, ça tapait fort, donc c'était beau. Impossible d'en mettre une dedans. Mais tout le monde. Et là, il se trouve qu'au 1250e, je crois que c'est ça. 1250e, c'est ça, il me semble, à 5-6, je crois que j'étais sur ce boîtier télécommandé. Un éclair qui dure quasiment 1 seconde et demie. Donc c'est déjà beaucoup plus qu'il nous faut pour le mettre. Et donc tu as même plusieurs photos avec l'éclair? J'ai 6 photos. J'ai 6 photos où la première commence, il y a un demi-bolt là, et ça finit où il sort de l'image à peu près. Mais il n'y en a que 2
où l'éclair est visible. Le précédent, c'est le début de l'éclair, mais c'est pas assez fort. Et il y en a que 2 qui étaient exploitables sur le lot et que j'ai pas vu sur le boîtier. J'ai pas vu l'éclair sur le boîtier parce qu'une fois la course terminée, le tour d'honneur, etc. Tous ces boîtiers-là sont branchés en réseau sur un ordinateur portable à côté de moi. Et donc je passe en revue toutes les photos de façon à envoyer moi-même celle-ci. Et je suis allé voir aussitôt sur les 5 boîtiers, voir s'il y avait des photos, parce que mécaniquement, il y a toujours un risque qu'il n'y ait jamais de photos. Une télécommande, on sait pourquoi ça marche. Parfois, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Ouais, parce que puis il faut dire aussi que moi, je suis allé faire cette photo-là et je me suis aperçu qu'il y avait des gaffeurs partout sur toutes les. Et tu m'as expliqué pourquoi. Voilà. Tout est scotché. Donc en fait, quand on installe comme celui-là, vous le voyez assez bien, même si ça a été scotché. C'est peut-être le mien, celui-là, un des miens. Ouais, un peu sommairement. La bague de zoom est scotchée. La barre de mise au point est scotchée, puisqu'une fois qu'on a fait la pré-mise au point, il faut absolument pas que ça bouge. Et là c'est un début de montage, c'est-à-dire qu'il n'y a que les boîtiers des agences internationales, mais après, les places libres sont occupées par les autres photographes, freelance ou autres, qui viennent mettre les leurs, et c'est là que le danger arrive. Pourquoi ? Parce que ça finit par être un vrai jeu de Tetris, ou de Lego, comme vous voulez, et que le moindre coup, ou le coude qui part sur l'objectif, ou le boîtier, même sur son monopode, si vous décalez d'un millimètre l'axe, ou encore pire, de la mise au point, il n'y a plus de photo. C'est fini. Et c'est ce qui m'est arrivé à Pékin en 2008 au JO, où le premier record du monde, mon boîtier extérieur qui cadrait le... Tu sentais qu'il allait faire un chrono ? Bah ouais, il fait record du monde sur celui-là, et donc il était cadré avec le panneau score. Et donc celui qui est là derrière, là où on voit avec la distance et le chrono. Voilà, quand le record du monde est battu, il y a le temps et il y a un world record affiché. Et mon boîtier, qui était un boîtier en tête, qui était en haut, quand je suis arrivé pour voir la photo, au lieu d'avoir... C'est un Parce appareil que Bolt qui a était pris la pose évidemment à côté du chrono. Oui, mais même sur le passage. Sur le passage, c'était une vue un peu de profil et qui était cadrée jusque-là. Et quand je suis arrivé pour voir la photo, le bord était là. Donc il y avait les dixièmes, mais il n'y avait pas les centièmes. Donc la photo, elle servait à rien, ça ne voulait plus rien dire, elle était morte. Et il y a de la malveillance, parce que ça arrive... Aussi ? Ouais, souvent, encore, hélas. Et il y a l'accident aussi, ça peut arriver. Donc tout ça pour se dire que tout le monde met du tape le plus solide possible, de façon à caler le boîtier. On cache les réglages aussi, parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui mettaient du scotch aussi sur les écrans. On cache les réglages, ou alors on met des housses. Il y a des secrets industriels dans la photo. Hein. Absolument. On cache les monopodes, enfin les têtes sont serrées à la pince de façon à ce que, même si vous y mettez un coup de pied, a priori ça bouge pas. A priori. Donc voilà, une fois que tout a été respecté, il reste l'inconnu de la technologie elle-même. Ça peut arriver que ça ne déclenche pas. Pour la petite info, ça paraît pas grand-chose, un boîtier à mettre en place. Il nous faut 2 jours pour mettre 5 boîtiers en place. Ils sont câblés, donc là vous voyez les câbles des télécommandes. Il y a le réseau aussi. Multiplié par 25. Multiplié par, voilà, ça fait 25 boîtiers pour 5 agences avec donc 25 câbles. Ça ressemble à un gigantesque plat de spaghettis, mais qui doit être à peu près rangé, parce que s'il y a un problème technique ou de connectique, que ça soit pour les agences concurrentes ou nous-mêmes, on doit être capable de l'identifier assez vite et de le réparer assez vite. Donc c'est 48 heures d'installation, de test, et malgré ça, il arrive que le jour J, il y a un boîtier qui ne parte pas, on ne sait pas pourquoi. Ça peut arriver. Ouais, c'est arrivé. Ouais. Alors tu parlais tout à l'heure de justement ces plans que vous arrivez à faire. Là, finalement, toi, un 100 mètres comme ça, tu le photographies du début à la fin. Oui, absolument. Pas pour l'esthétique de la photo, pas pour la belle photo, mais simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une agence d'information. S'il se passe quelque chose au start, au départ, un faux départ, un qui trébuche ou autre, c'est une information, donc il faut l'avoir. Donc la totalité de la course, de ma position, elle est couverte. Alors pour ceux qui se demandaient pourquoi un dessin, on vantait le fait que ça pouvait monter jusqu'à 200 vues consécutives en rafale. J'ai souvent eu la question, mais ça sert à quoi d'avoir 200 vues consécutives en rafale ? Ça sert à ça. Pour cette photo-là, ça sert, puisque le déclenchement de ce boîtier-là, il commence au ready position, quand ils sont les fesses en l'air, et on ne lâche plus jusqu'à la fin. Donc ça fait environ 130 photos.
En JPEG, je précise que là, tout ça se fait en JPEG et pas en RAW. Les agences internationales ne travaillent qu'en JPEG. Voilà, ne travaillent qu'en JPEG sur les gros événements. Quand on fait des histoires magazines, comme vous avez vu avant, de surf, là, on a le temps de les développer, enfin de les traiter. Donc là, on fait du RAW pour la meilleure qualité et réutilisation. Mais là-dessus, c'est que du JPEG. Avant que j'oublie une dernière précision sur la technologie, pour info, aujourd'hui, entre le moment où Bolt passe la ligne d'arrivée et le moment où tous les clients du monde entier reçoivent la photo, le record a été pour nous battu à Rio cette année de 48 secondes. C'est-à-dire 48 secondes après que Bolt ait passé la ligne, tous les clients du monde entier ont la photo du passage de ligne chez eux. Donc on est vraiment dans du temps réel, très réel. Ouais, très réel. Et quand je dis photo, c'est-à-dire elle est passée entre-temps par les mains d'éditeurs, légendée, recadrée si nécessaire, envoyée et reçue. Ça sera difficile d'aller plus vite. Toute cette technologie qu'on retrouve aujourd'hui, notamment dans les boîtiers qui autorisent aussi ces performances-là, ces prouesses, elles viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que là, on te voit à Pékin sur les championnats du monde d'athlétisme. Tu es avec un des ingénieurs Nikon. Et ça passe aussi par ça, le développement des produits et des solutions qui vous permettent aujourd'hui de faire votre métier. Oui, absolument. Et là, c'est toujours, et au nom de beaucoup d'ailleurs, remercier Nikon parce qu'il y a un échange avec vos services, vos ingénieurs. Sur tous les grands événements, leurs ingénieurs sont là. Et quasiment quotidiennement, ils nous permettent et on les rencontre pour leur... Déjà on est là pour de l'assistance technique, ne serait-ce que parce que des fois il arrive des problèmes et qu'il faut pouvoir être sur place pour réparer. Donc ça c'est le premier niveau. Parce qu'on casse beaucoup, hein. Ça, il ne faut pas le cacher, qu'on casse beaucoup de choses. Mais en même temps, ça nous permet de débriefer quasiment tous les jours sur des fonctions qui existent, qui sont très bonnes, donc qu'on donne notre avis de les développer encore plus là-dessus, ou des fonctions manquantes qu'il faudrait ajouter sur les modèles suivants. Alors tu parlais tout à l'heure par exemple du déclenchement des boîtiers à distance. Ça fait partie des choses que vous avez suggérées à nos ingénieurs. C'est ça, je crois à Sochi, non? Des Sochi. C'était avant ça, je pense. C'était autour de Sochi, oui, tu as raison. On avait demandé la possibilité, parce que quand vous travaillez avec de la télécommande, ou même le flash, puisque cette fonction s'adapte au flash. En fait, c'est la fonction flash on-off qu'on a adaptée pour les télécommandes radio. Voilà, cette fonction donc on a suggéré à Nikon il y a 3 ans ou 4, nous permet, si vous voulez, quand vous faites des photos et que vous utilisez en même temps un appareil télécommandé ou radiocommandé, ou un flash, ça permet, en appuyant sur la fonction flash on-off, de désactiver ou pas, au choix, ou le boîtier télécommandé ou le flash, si vous ne voulez pas l'utiliser. Si on Alors ça sert par exemple, pour donner un exemple concret, je pense que vous avez vu tous des photos prises à l'intérieur des cages de but. Voilà, oui, il y a des boîtiers qui sont posés derrière les cages de but. Vous, quand l'action se passe au milieu du terrain et que vous déclenchez avec votre boîtier qui est dans vos mains, vous n'avez pas forcément besoin des photos qui sont prises au fond de la cage de but. Donc il faut pouvoir couper le boîtier qui est au fond de la cage de but quand il n'est pas nécessaire de le déclencher. C'est ça, la télécommande étant tout le temps à poste, et que quand on le nécessite, il suffit d'appuyer pour activer. Là, la fonction est au choix, ce qui est très bien. Il y en a qui préfèrent l'activer en appuyant, d'autres la désactiver en appuyant. Mais ça permet justement de ne pas remplir des boîtiers derrière les buts pour rien. Alors que parce que ça fait des images à filtrer derrière. Bien sûr. Voilà, donc ça c'était cet été encore à Rio. Donc pour vous dire aussi que effectivement les fonctions que vous retrouvez sur les boîtiers que vous pouvez aujourd'hui avoir acheter chez nous, les fonctions que vous retrouvez dessus, elles viennent de quelque part. Elles sont directement suggérées par des gens comme Olivier Morin, des grands spécialistes de la photo de sport qui ont des besoins, qui les expriment et qui nous permettent, nous, d'améliorer nos produits au fil du temps. Olivier, il me reste à te remercier, te dire un grand merci pour être venu partager toutes ces images et cette expérience du métier avec nous. Merci de l'applaudir, c'est vrai que on a vu des très très belles images. Merci, très bonne journée à tous.